Il parlait du masque Covid. Bêtise, je regrette. Oui, même si c'est pas intéressant. Du coup, avec Bagheera, on l'avait. Et c'est parti. Bon Baptiste, vu que j'ai pas l'opportunité de te voir en vrai, bah je te parle par à la cam et puis t'essaieras de me répondre. Les droits d'auteur. Ouais, bah allez, je coupe la vidéo, désolé Baptiste. Ça c'est peut-être un rush, que t'auras des rushs pour rien. Ou peut-être tu peux en faire un truc stylé. Ici là on pense au Premier ministre. Je crois pas qu'il déroche les rushs inutiles, hein. Ça veut dire quoi dérocher? C'est regarder tous les rushs, Ouais, regarder des moments, des cuts. c'est pas mal. Regarde Baptiste, t'es mal les chaussures qu'il a sorties aujourd'hui. Ah non. Mate la paire de godasses. C'est même plus des godasses, c'est des grolles. Bien serrés, hein. Le raclo, il est stressé. Du coup, là où il y a Francis, Voilà. et La toque, celle-là, pour l'histoire. Ah oui. Lors de l'inauguration de ces locaux, parce que les locaux, on est rentré dedans en 2014. Donc moi, j'ai rejoint Dima en 2015 et je suis arrivé en fait 3 semaines avant l'inauguration. Et cette toque était posée là et on a demandé, on a demandé à tous les invités de venir barbouiller dessus, quoi, en fait. ok. Tout ça donnait ça. Là on est en plein inside, il est stressé là. Qu'est-ce que... Voilà. Allez, mets-la en place. Grave. Il est hyper Grave. stressé. Tu lui mets une olive entre les fesses. Allez. Il est stressé, il est stressé. Donc, Loïc, ici présent, si tu veux te présenter, donc ton nom, prénom, l'âge, si jamais tu veux divulguer ton âge. Je m'appelle Loïc Mandon, j'ai 43 ans. Ouais. C'est déjà pas mal. Je vais répondre à tes questions, hein. T'as pas peur que je brode sur mon nom, quoi. Je veux bien te faire l'histoire de mon nom, mais je suis pas sûr que ça intéresse grand monde. Oui, Alors c'est voilà, vrai. Mandon, ça vient d'un boucher charentais. Très bien à manger. En plus, il invente. Même pas, C'est c'est vrai l'histoire que m'a raconté ma grand-mère. Oui, bah, elle a inventé. Oui, certainement, ouais. Les SD faisaient ses ravages. L'ami à Loïc. Ah non, Si tu me regardes, Si. là, elle nous regardera pas. Enfin, si, elle doit nous regarder maintenant, quoi. Donc, du coup, Loïc, commercial chez Dima. Oui. Est-ce que tu peux nous dire, enfin, du coup, quel est ton parcours professionnel, ton niveau d'études? Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui tu es arrivé chez Dima et pourquoi Dima? J'ai fait, moi j'ai toujours voulu être serveur étant petit, donc je suis rentré dans la restauration, je passé un CAP BEP. Et j'ai fait une carrière de restaurateur pendant 10 ans et j'ai voulu l'arrêter quand j'ai eu mon premier enfant. Les horaires correspondaient plus trop avec une vie de famille, donc ça m'a dirigé sur une formation commerciale. Et puis derrière, chemin faisant, je suis rentré chez un petit installateur caladois, donc à l'Île-Franche. Puis derrière chez un très gros installateur français à l'époque. Et de là, je suis parti pour arriver chez Dima il y a maintenant une dizaine d'années. Et à la base, pourquoi Dima? Parce que tu en avais entendu parler ou Ouais. ça s'est fait un peu par hasard? Voilà, je ne me plaisais pas forcément là où j'étais avant. Et au moment de changer de société, Dima s'est un peu imposé. On a un peu les leaders lyonnais. Une belle griffe de qualité. C'est vrai que moi qui bossais déjà sur Lyon pour l'autre installateur, on se rend compte que partout où on allait, Dima était connu. donc ça m'a paru un peu évident. Après, il fallait encore que ça matche avec la direction le jour des entretiens, mais faut croire Ça que a ça a marché. matché. Puisque Visiblement. je suis là maintenant. Et est-ce que tu peux nous expliquer du coup un peu quel est ton travail un peu au quotidien, une journée type? Ou est-ce qu'il y a des journées types? Peut-être qu'il n'y en a pas. C'est tout l'avantage de mon métier, c'est qu'on n'a pas de routine, on n'a pas de journée type, chaque jour est différent. Définir une journée, c'est compliqué. Par contre, dire ce que je fais au quotidien, ouais, c'est notre boulot, enfin, ça s'articule autour de mon poste, mais ça va être de la découverte de besoins d'un client. Ça peut être un appel d'un client connu ou inconnu qui vient nous voir en demandant quelque chose de particulier. Notre métier démarre là, c'est qu'on lui doit un devoir de conseil, lui dire si sa volonté est la bonne, et puis il faut savoir surtout lui dire quand c'est pas ce qu'il lui faut. Si c'est un projet global, il y a toute une notion de conception, de dessin de plan qui rentre en jeu pour pouvoir s'approcher au mieux de sa volonté et de ce qu'il veut faire, lui donner les armes pour pouvoir faire ce qu'il veut faire. Et puis après, nécessairement, il y a de l'avant. On enchaîne souvent sur un suivi de chantier, parce que le commercial chez Dima suit son chantier de A à Z. C'est ce qui nous permet de maîtriser le sujet, justement. Moi-même étant client chez Dima, au Ouais. final pour le bar, petit client mais client. Il n'y a pas de petits clients. Oui, Rassure-toi, il n'y a pas de petits clients. c'est vrai.
vrai. Mais à l'époque, c'est ce que j'avais dit, parce que du coup, tu as relevé le point de l'accompagnement, de la création des plans, aussi de la conception de la cuisine, parce que du coup, c'est ce qui s'était passé pour nous, comment est-ce qu'on agence, etc. C'est vrai que ça, c'était vachement plaisant. Et puis Ouais. du coup, vous fournissez aussi les plans pour les électriciens, plombiers. Bah, c'est ça, c'est qu'on doit un accompagnement. Notre métier est particulier parce que sur un chantier quel qu'il soit, on intervient au tout début pour la conception. Mais nous, on va installer à la toute fin. Par contre, on a un impact sur tous les autres corps de métier. Donc nécessairement, il faut qu'on accompagne. On peut pas disparaître. Ça n'existe pas, quoi. Le vendeur qui vend ta machine et qui disparaît, il a rien à faire dans notre métier. Il faut vraiment accompagner. Rappelle-toi ton bar. Dans quel sens tu voulais le mettre à l'origine? Et j'ai été le premier à dire, mais c'est une bêtise. Faut pas que tu fasses ça, quoi. Et à la sortie, alors tu as suivi mon conseil. Heureusement pour moi, ça se passe bien. Mais je pense que t'es pas mécontent de la position de ton bar à la Ah sortie. non, du tout. Donc c'est aussi notre rôle de savoir dire non, attends, tu fais une bêtise là, c'est... Puis ce qui est assez plaisant du coup aussi chez vous, mais chez Dima, de tête comme ça, vous avez aussi un peu plusieurs sortes de produits à plusieurs prix. C'est-à-dire on peut avoir des produits vraiment plus axés très premium pour des clients qui recherchent vraiment quelque chose de pointu en réalité. À l'inverse, si on veut quelque chose d'assez plutôt standard, vous pouvez aussi le fournir. C'est ça, c'est vrai qu'on a différentes gammes qui nous permettent de nous adapter déjà aux besoins matériels purs. Le besoin matériel d'une personne qui va faire 20 couverts tranquillement aux petites cantines le midi n'est pas le même que celui qui va en faire 250 tous les midis. Et puis aussi s'adapter aux bourses. Et du coup aussi vous faites du sur-mesure. C'est aussi surtout ça Exactement. aussi qui est cool. C'est très agréable. On a ouvert l'atelier d'inox il y a 3 ans maintenant. Ah, ça fait 3 ans? Ça fait 3 ans. Avant, on travaillait avec un inoxier local qui nous faisait déjà du sur-mesure, mais là, l'avantage, c'est qu'on le fait en interne et ça nous a donné énormément de réactivité sur les inox sur-mesure. Et ça, c'est vrai que c'est le truc aussi qui, je trouve, est essentiel de passer par un cuisiniste plutôt que d'aller acheter aussi ses appareils chacun de son côté. C'est aussi pour le côté conception, le côté gérer le chantier, malgré tout. Enfin, en tout cas, moi, je sais que toi, tu as été ultra présent sur le restaurant, sur plein de choses. Donc ça c'est cool et surtout sur la partie sur mesure. Parce que je pense que chaque cuisine est différente et ça nous permet de nous adapter à chaque fois et c'est vachement cool. Ça permet d'optimiser à 100% en réalité l'espace de sa cuisine. C'est exactement ça, de simplifier le nettoyage aussi, mine de rien. Et ce qu'on s'aperçoit en discutant avec nos clients, c'est que toutes ces notions de nettoyage qui n'apportent aucune valeur ajoutée au restaurant si ce n'est d'être propre, leur coûte de l'argent en personnel parce que le temps de nettoyage, plus il est raccourci, mieux c'est. Je sais. Et bah du coup ce qu'on peut les faire c'est faire un petit tour. Allez, un petit tour de chez Dima, c'est parti. Donc là c'est nos bancs d'essai, ici c'est toutes les machines à diagnostiquer, là-bas c'est les machines à relivrer une fois réparées. Donc là en gros c'est tout ce qu'on doit démonter pour voir qu'est-ce qui va pas. SAV. Voilà. Donc là c'est la partie SAV. Voilà, exactement. Là on est sur la partie relivraison une fois réparée. Ok. Soit en attente d'acceptation de vie. Ok. Tu vois ici. Ouais. Et après une fois que c'est réparé, bam, et ça repart chez le client. Et on a une zone pièces détachées d'avance. Mais la plupart, en fait, maintenant, c'est devenu tellement spécifique qu'il y en a plein qu'on est obligé de commander minutes. Parce que si on devait avoir toutes les pièces détachées de tous les équipements, vu qu'on est multimarque, ce serait impossible, quoi. Et quand vous envoyez à destruction, vous récupérez les pièces ou non, pas? on détruit tel quel. Ouais, vous détruisez tel On quel. garde pas de pièces d'occasion parce que le problème, c'est que selon comment elles ont été utilisées. Ouais, tu sais pas combien de temps est-ce qu'elles peuvent. Dépanner un client avec une pièce d'occasion, ça va. Si on attend sa pièce neuve, lui laisser une pièce d'occasion qui repète au bout de 2 jours, tu le prends dans le chic, bah ça fait pas pro. Et puis tu serais mécontent, toi le premier. Ouais, tu répares ton four avec une pièce. Si on te dit clairement, attention, je t'ai fait un bout de sparadrap, le temps de recevoir la pièce, là ok. Mais 3 fois sur 4, le client veut pas l'entendre. Dans le cadre de Rationnel, c'est un exemple très bien trouvé, puisqu'en fait, on a un stock de pièces détachées de base dans les camions des gars. Ok, donc quand ils se déplacent sans connaître trop le pourquoi du comment, ils ont. Il a la possibilité potentiellement de dépanner instantanément. Si jamais vous posez des questions, allez voir les démonstrations du faux rationnel. Est-ce qu'il y a moins 5% avec le code promo? Oui, on fait plus 5% avec le code promo. Putain, on vous a gratté un truc. Ouais. Donc là, on est sur toute la partie, du coup, je suppose, neuve. Voilà, ça, c'est tout notre stock neuf. Et ça, c'est une réalisation qui est en attente d'installation. Donc sur mesure. Sur mesure. Ah, ça, c'est pour du buffet. Ouais, exactement. C'est un grand buffet qu'on va installer à Villefranche. C'est là derrière, qui est caché par notre future réalisation, en fait, c'est notre matériel de prêt. Ok, ah, vous avez aussi du matériel de prêt. Ouais, alors on n'a pas tout, parce que forcément, pour répondre à tous les besoins, il faudrait qu'on ait un entrepôt. Par contre, on sait, tu tombes en panne de la vaisselle, si je l'ai pas en stock, le tien, celui que tu me commandes, bah je peux t'en prêter un le temps de faire le joint, quoi. Ah, ça, c'est cool. C'est important. C'est partie du service qu'on apporte aussi. Tout ça, c'est ce qu'on a démonté chez un client, qui est en attente de nettoyage et de réinstallation. Ah, ok. Vous avez tout enlevé pour des travaux ou quoi, et après, vous allez tout remettre dans la cuisine. Ok. C'est tout du matériel neuf, qui est en attente d'installation chez les clients. Donc là, tu as tout type de clients. Tu vois, tu vas retrouver des grands comptes comme l'armée, tu retrouves des petits restaurants trad-mi, tu retrouves du
de la Restoco, beaucoup. Voilà, on a de tout. Donc ici, on a l'atelier inox. C'est ici qu'on fabrique tous nos inox sur mesure. Ouais. Et on a essayé de l'étudier comme on étudierait un peu une cuisine, c'est-à-dire qu'on avance avec le produit au fur et à mesure pour arriver au produit fini. Donc on commence par notre stock de tôle. Alors vu qu'on est un peu limité par la place, on a 2 endroits de stock de tôle. Entre les deux, on retrouve la guillotine, c'est ce qui nous permet de découper les tôles au bon format. Ok. Ok. Donc elle sert uniquement à découper. Ensuite, on prolonge vers la poinçonneuse, qui va nous permettre de perforer nos inox et de les découper en arrondi, etc. Parce que la guillotine, elle, ne fonctionne qu'en linéaire. La poinçonneuse a 2 têtes, alors une poinçonneuse un peu costaud, mais c'est 2 têtes, ce qui nous permet d'éviter les changements d'outils trop souvent et de gagner un peu en productivité. Productivité, ouais, bien sûr. Une fois qu'on a poinçonné, dans 95% des cas, on passe à la plieuse, qui est là-bas, c'est la machine à Mada que tu vois au fond. Donc c'est une grosse presse en fait, qui va nous permettre de faire tous les bords que tu peux voir là sur les réalisations qui sont terminées. Donc c'est nos bords pliés ici. Les bords ça c'est tout fait à la plieuse. Ok. D'accord. Et après, juste en face de nous, tu trouves 2 postes de soudure. Pour venir C'est ici. assembler du coup. Voilà, après, c'est ici qu'on va venir souder les angles une fois qu'on a plié. C'est ici qu'on vient rajouter des bords arrondis comme sur ce plan de travail. Et là en l'occurrence ce plan de travail, c'est un plan de travail, on le double toujours avec un bois hydrofuge. Il faut hydrofuge pour pas qu'il pourrisse. Oui. Et il est nécessaire à rigidifier la tôle, parce qu'en elle-même, elle ne se suffirait pas. Sinon, en plus, tu auras des cloches dans toutes les cuisines de France. donc voilà, on le double. Après, la tôle fait soit 1,5 mm, soit 2 mm, c'est 15 dixièmes ou 20 dixièmes, c'est ce qu'on dit dans le métier. Mais quoi qu'il arrive, il faut qu'on la double. Donc c'est validé par le commercial qui a vendu au client. Exactement. Ok. Donc il y a le chef d'atelier qui fait une prévalidation pour vérifier bien qu'elle sûr. soit conforme au standard d'IMA. Et après, le commercial qui vérifie à son tour que ce soit conforme aux cotes, etc., qu'il n'y ait pas une erreur, parce que l'erreur est humaine. Ouais, donc il y a 2 vérifications. Ouais. Avant que ça parte. Avant que ça parte. chez Et le après, forcément, les monteurs, si c'est pas aux bonnes cotes, on le sait tout de suite. client. Forcément. Salle de sport. Ça, c'est incroyable. Ah, c'est là où tu irais jamais, quoi. Tu rigoles? Aïe, aïe, aïe. Putain, on n'a pas ça chez ces boosters. Hein. Ou alors je suis pas au courant. On a même pas de... Ah si, on a la machine à café quand même. La salle de repos, vous voulez voir la salle de repos de repas? Ouais. Parce qu'on leur a fait un joli réfectoire aussi. Oh, c'est joli. Les gens, ils te font une ville qui donne faim, bah pour toi, il vient à ta rate, il a toujours faim. Bon, c'est le rayonnement de Léon qui pèse sur mon estomac. Et notre salle de repos, dont on est très fiers. Et il y a une salle de repos. Mais non. Mais non, mais c'est... Ouais, c'est une tuerie. Ah, faut que je la teste aussi. Hein. Ah, vous revenez me chercher dans 2 heures. Plié, là. Avec les petits plaids et tout, tu peux te réchauffer. Mais ça, c'est pas une salle de repos, c'est une salle où tu fais des singeries, non? Je lui pose la question, puis il lui met la carte dessus. C'est notre backroom. Alors notre showroom, il est... On essaie de présenter un maximum d'équipements, le problème c'est que c'est toujours pareil, on peut pas tout présenter, il y en a trop. Oui, forcément. Donc voilà, ça c'est... On essaye d'être assez factuel. Là, tu as les différents types de finitions qu'on peut te faire en inox, en pliage. Les dessus en granit. Les finitions en poly, parce qu'on peut travailler sur un rayon, mais on peut aussi travailler sur soit un angle droit, soit un arrondi. Et la finition de polissage, pardon. Ouais, là c'est brossé. Là c'est brossé. Et là c'est poly-miroir. Pour ça par exemple, c'est ce qu'on met dans les bars. De plus en plus maintenant dans les bars à cocktail. Bon, on a notre robinet, on a un vase vert. Ouais. La poubelle qui est dessous, avec un récupérateur en tiroir. La petite planche à découper. Et le bac à glaçons. On mange beaucoup parce que le but c'est de montrer la qualité. Je connais pas, moi. Ouais. Je te donne les dates. Non, mais c'est important parce qu'il faut faire goûter aux clients ce qui est cuit dedans, parce que c'est toujours pareil, tu peux faire un très joli rendu. Ouais. Si c'est que du tape à l'œil, ça sert à rien. Il faut montrer que à cœur c'est bien cuit comme tu le voulais, Pas de transfert de qu'il saveur. reste juté. Exactement. Ça c'est le truc qui m'a le plus marqué, Ouais. où ils mettent le poisson juste à côté d'une viande. Et t'as aucun échange organoleptique. Aucun échange. Et ça c'est bluffant. Ouais. Et ça c'est dû à la vitesse de ventilation. C'est bien de pouvoir le voir fonctionner avant d'acheter, tu vois, ça te permet déjà aussi de voir si est-ce que tu en as besoin, qu'est-ce qui peut t'apporter plus par rapport à un fort traditionnel. Puis ça peut t'amener des idées supplémentaires dans ta carte. Où tu étais peut-être un peu limitatif et où tu te dis en fait non, ça on pourra le faire, ça on va pouvoir faire. Ah putain, j'avais pas pensé à faire ça, mais ça peut être pas mal à la carte et plaire à mes clients. Donc le but c'est de faire évoluer ton offre en fonction des capacités des équipements aussi. Et du coup, pourquoi tu fais toujours des cordons bleus? Il est actionnaire chez Findus. Merde. Ah putain le con. Oh le con. Le con.
Donc Christophe, c'est notre concepteur inox. Christophe nous a rejoint il y a 3 ans, 4 ans maintenant. 3 ans, mais ça fait 45 ans qu'on bosse avec lui. Donc Christophe était inoxier et il a fait le choix de nous rejoindre. Du coup, on bénéficie de son savoir-faire et de sa conception de meubles. Il a une vision de fabricant, parce que nous, en tant que commerciaux, on n'arrive pas à intégrer. Soyons sincères, on se rend compte tous les jours en bossant avec nous. Mais du coup, ça nous permet aussi de se rendre compte des choses, que bah voilà, telle chose c'est pas aussi simple qu'on croit. Et il nous remet un peu les pieds sur terre de temps en temps, ce qui est pas mal. Merci déjà de nous recevoir chez Dima. Grand plaisir. Si vous voulez, je peux vous laisser vous présenter du coup à ceux qui nous regardent. Ouais. Alors moi je m'appelle donc Vincent Bretonnière, je suis le PDG de la société Dima qui fait donc de l'installation, de la commercialisation de cuisine professionnelle, des cuisines de restaurant. Métier qu'on oublie parfois. Ouais, Mais exact. cuisine de restaurant, et oui quand vous allez au restaurant, il y a Il y a forcément des cuisines. Et c'était pas fait ni par des gens comme Balpa, Schmitt, c'est des cuisines bien à part. Ouais. C'est un vrai métier. Et je fais ça depuis 1998, donc on va dire c'est très récent, oui. Il y a pas de temps. Et du coup, bah, ça allait rebondir sur l'une des questions d'après, sur le fait, donc Dima, c'est une entreprise qui est familiale, qui existe du coup depuis, 1976, ouais, créé par notre papa. Ouais. voilà, donc déjà quelques années à son Ouais. compteur. Ouais. Et du coup, la première question, c'est par rapport à vous et du coup votre père qui est créateur de l'entreprise, vos études, et qu'est-ce qui vous a amené vers du coup le métier de cuisiniste? Est-ce que c'est parce que du coup vous avez baigné dedans, vous avez vu? J'ai pas fait des études du tout pour faire ça à la base, Ouais. mais étant donné qu'on a baigné dedans très jeune, notre papa faisant ça depuis 1976, donc il avait une trentaine d'années quand il a monté sa société, donc nous on a toujours entendu parler de ça avec mon frère, sans doute passer que quand il venait nous chercher à l'école, on retournait au boulot, le samedi, enfin bon, ouais, ça c'était évident. Et puis on a commencé à bosser un petit peu pendant les vacances, gentiment et doucement dans ce métier-là, surtout pour aider, pour Ouais, pour regarder. faire un coup de main. On a baigné dedans, j'ai fait des études de commerce, j'ai un bac littéraire, rien à voir, après un petit dérapage sur un bac scientifique où je pensais que j'étais fait pour ça, mais pas du tout. Catastrophe. Après, IUT Technoco et école de commerce. Ouais. Il se trouve que je voulais vraiment pas faire ça, mais pas du tout. Je connaissais forcément le métier de la cuisine professionnelle, mais plutôt côté technique. Ouais. Mais j'aime faire le commerce. Fabrication. Mon papa, j'arrive donc en 5e année, et mon papa me dit mon associé de l'époque est malade, que tu peux venir pendant les vacances le remplacer au commerce 2 mois, après tu fais ce que tu veux, mais 2 mois. Parce que je suis embêté, j'ai personne et j'arrive pas à m'en sortir. Je dis bah bien sûr, je viens t'aider, je suis jamais parti. C'est vrai. Ah, ça s'est fait C'est vrai. un concours de Comme ça, circonstances. et vraiment, c'était pas prédestiné, c'était pas écrit. Moi, je suis plutôt, je veux dire, passionné de moto. J'étais très très passionné de moto. Je voulais vraiment travailler dans la moto. Bon, moi, j'ai pas eu le temps. Très clairement. Je regrette pas du tout aujourd'hui d'ailleurs. Ouais, une histoire comme ça, et ça, c'est vraiment des tournants de vie. Ouais, ça s'est fait. Peut-être que s'il me propose pas pendant les vacances de venir l'aider, ça se fait pas. Et puis mon frère nous a rejoints en 2 ans après. Oui, donc ça Je s'est veux dire bien- un peu dans les mêmes conditions, mais je l'ai un peu forcé parce que on n'était pas très proches et le métier nous a rapprochés. Ouais, même contexte. Et puis on a racheté la boîte à notre papa en 2003. Donc ça va faire un petit moment maintenant. 20 ans Ouais. maintenant. C'est pas beaucoup, c'est hier. Et du coup, après, chez Dima, vous avez commencé plus du coup côté technique, ou vous êtes aussi parti un peu sur la partie vente? Alors pendant les vacances, on a fait beaucoup de technique. Ouais. Très jeune. Ça peut dire que mon père nous... On est d'accord, on n'était pas à travail forcé, on n'allait pas des cailloux, et non. On a fait pas mal de techniques jeunes, et moi je suis rentré direct au commerce, pour la raison que je vous ai indiqué tout à l'heure, je veux dire un peu par le pur du hasard. Je trouve qu'on a un métier qui est quand même très lié commerce et technique. Ouais. C'est-à-dire qu'on peut pas faire l'un sans l'autre. Non. J'ai fait longtemps le technicien pendant les vacances, vraiment tard, parce que j'ai fait une fine étude de commerce, je sais pas, je dois avoir 23 ans, 24 ans. Et de 18 à 24 ans, j'ai passé toutes mes vacances, tout le temps à faire du technique. faire de la Donc on technique. avait cette notion technique. Et mon frère et moi, on avait ça. Ah, C'est c'est important cool. aujourd'hui pour notre métier. Dans notre métier, on n'est pas que des vendeurs, c'est pas possible. On Non, vend pas, on parlait de Coca-Cola tout à l'heure, on vend pas des bouteilles de Coca-Cola qui Ouais. ça vise à pas vendre. Quels sont du coup, en tant que cuisiniste, les principaux défis, challenges, un peu au fur et à mesure des années, vous qui êtes dans le milieu depuis déjà plusieurs années? Plein de choses ont évolué, le milieu du numérique, il y a aussi de plus en plus, on entend parler aussi un peu de l'IA. Qu'est-ce qui a changé pour vous ces dernières années? Parce que je suppose que vous avez dû aussi à vous adapter à la clientèle qui évolue, qui change. Est-ce que ça a été compliqué de s'adapter, ou est-ce que ça se fait assez naturellement sur ce secteur-là? On a un métier qui est très en retard. Le métier de la cuisine professionnelle, très étonnamment, n'est pas en avance sur le marché, sur le métier du ménager. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tous vos appareils, par exemple, sont connectés. Oui. Vous achetez un lave-vaisselle, alors peut-être pas un lave-vaisselle, j'en sais rien, mais un Si. frigo, il est connecté. Si, ouais, c'est vrai. Un four, il est connecté.
Tout est connecté. Bah, nous, de notre métier, ça arrive tout doucement maintenant, on commence à y penser. On commence à y penser et il n'y a pas beaucoup de fabricants, il y en a, mais qui commencent à se dire, tiens, il faut qu'on connecte. Donc on a 10 ans de décalage. Faut intégrer ça. c'est vrai. Je vous dis ça parce C'est que vrai, les évolutions de notre métier, on en a vu plein, en particulier dans la conception. 98, les plans, ils se faisaient à la main, au rotring, sur un calque. Ah ouais, je commençais comme ça. Ah. Il fallait pas vous louper, hein. Ouais. Parce que si vous avez déjà travaillé au rotring sur un calque, je peux vous jurer qu'après, quand l'encre, vous n'est pas droit, le trait n'est pas au bon endroit, vous l'effacez à la lame de cutter, hein, et à la lame de rasoir. Oui, C'était et puis on beaucoup faisait plus long. une photocopie et pour agrandir, pour retrouver les échelles, etc. Je vous mets en 98. Hein. Ouais. Nous, on est arrivé là-dedans avec mon frère, on s'est dit, tiens, faut peut-être qu'on essaie de voir ce qui existe. C'était le début des logiciels de dessin. Ouais. Non pas de dessin 3D comme on a aujourd'hui. Hein. C'était du dessin 2D, AutoCAD, etc. Ouais. qui n'était pas trop Qui dans notre existe métier, encore aujourd'hui, qui en existe plus. encore aujourd'hui. Ouais, ouais. Mais c'était les débuts, on s'est dit, tiens, bah, si on doit apporter quelque chose dans le métier à Lyon, on va essayer de faire nos plans informatiques. Puis ça marchait, parce que ça a les avantages et les inconvénients. ouais. L'avantage, c'est que c'était beaucoup plus rapide. L'inconvénient, c'était que c'était aussi beaucoup plus rapide à défaire. Donc les clients changeaient d'avis plus facilement. Oui, c'est vrai. Et oui. Oui, c'est vrai, Oui, c'est c'est la vrai. réalité. Et là où le papier, je vous promets, quand on faisait des études, on faisait avec des papiers millimétrés, des calques. Alors, au début, ensuite on dessinait vraiment en dur. Et après, le client qui disait non, finalement, je veux pas ça, mais je veux ça, c'était pas possible. Il fallait refaire tout le plan. tout. Il y avait des dizaines d'heures de travail. Fait, du Le coup, qui a fait que changez-moi. non, ça, je le veux plus comme ça finalement. Ah bah bien sûr, regarde, hop, je prends, je le tourne. Ouais. Et ça a été peut-être un peu la déviance de ce métier-là. Aujourd'hui, je vais vous faire marrer des plans. Là, on est sur un dossier, je crois qu'on est à la version 34 de plan, on n'a toujours pas signé. 34. Ah ouais. Et Loïc vous expliquerait, lui, il a fait Ouais, un dossier ouais, qu'on il m'en a a déjà fait raconté refaire, aussi. on est venu, je sais pas, on doit être à 50, 60. Et parce que c'est facile aussi. Pour nous, c'est pas un problème de changer les plans. du Ça coup, devient un ça problème quand crée- c'est réalisé. Oui. Si les gens n'arrivent pas à trouver la limite, hein, c'est-à-dire que Ah, c'est ça crée des nouvelles ah, contraintes. mais en fait. oui, mais là, il faut appeler l'électricien, le plombier, le carreleur, machin, faut tout refaire. Ah, non, ça, c'est une évolution majeure. Alors, nos produits, après, sont devenus un petit peu plus, avec le temps, les produits qu'on commercialise, sont devenus peut-être un petit peu plus RSE. On fait attention aujourd'hui au débit d'eau, aux consommations, consommation électrique. C'est pas l'axe majeur qu'on a, c'est pour ça que je vous disais au début qu'on est très en retard dans ce métier-là. Bien sûr que c'est proposé, hein, mais l'option pour faire de l'économie d'énergie aujourd'hui, elle coûte tellement c'est- cher dans le métier que C'est pas ce qui- rentabilisable. ouais. Pensez à un truc, dans ce métier-là, on n'a pas d'effet série. C'est un micro-marché, la cuisine professionnelle. Oui, D'accord. oui. Là, il y a 1800 restaurants à Lyon. Hein. Là où il y a 2 millions d'habitants, il y a 1800 restaurants à Lyon. Donc il y a potentiellement 2 millions de fours à vendre. Et une cuisine professionnelle, elle dure bien 10 ans. Faites un calcul, Oui. il y a peut-être 180 cuisines à faire par an. Et encore, je suis pas sûr. Sur tous les rien. Ouais, oui, c'est vrai. Donc même une machine à laver aujourd'hui, quand elle est fabriquée en série, elle est peut-être fabriquée par une série de 100, 150. Ah, Là où c'est le vrai. ménager est fabriqué par 10 000, 50 000 avec des effets de masse. Faut pas oublier ça, notre métier. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, dans les évolutions, ils essayent de standardiser aussi. Les fabricants essaient de standardiser. Ouais, de plus en plus. Ouais. Pas une question de coût évidente. Le gros changement qu'on a eu, c'est l'informatique. Et celui qui va arriver, évidemment, mais c'est même pas la peine de le dire, c'est l'IA. Je fais partie de ceux qui sont persuadés qu'il y a eu le CD-ROM. Ouais. Internet. Et maintenant, la l'IA. prochaine révolution qui va devenir la révolution presque même industrielle, c'est l'IA. C'est l'IA. Ouais. On y travaille, nous au titre de nos briefements, pour n'être pas au chef, mais on y travaille beaucoup. On s'y intéresse parce que ça va faire changer la donne. Carrément. Bien, peut-être en mal, on ne sait pas. Il y a, comme dans toute chose, il n'y a pas C'est que ce du que bien et j'allais du mal, dire. hein. Comme Internet, quand c'est arrivé, ça a fait grandir génère sur aussi plein de Internet, choses. Ça fait, Voilà, voilà, il y aura exactement. sûrement des effets néfastes à l'IA, mais comme dans tout ce qu'on fait dans la vie, tout n'est pas tout blanc, tout n'est Ouais. pas tout noir. Puis l'IA, en Une réalité, contrepartie. est déjà utilisée depuis quand même quelques années par les banques, par exemple. Les algos pour calculer les crédits, les financements automatiques en fonction des gestions des comptes, enfin des choses comme ça. L'IA est déjà utilisée, mais elle n'a jamais été développée au point de faire de la proposition pure et dure. C'est très très puissant et aujourd'hui Ouais. pour nous c'est un très gros outil sur la maintenance. Mais il y a déjà des fabricants qui font de la maintenance qui s'appelle prédictive. Nous on a plusieurs niveaux de maintenance. Ouais. La maintenance corrective, c'est vous appelez, je suis en panne, on vient tout de suite. La maintenance préventive, c'est on sait que dans le temps telle pièce change, donc on la change par Anticipation. anticipation. Ouais. Alors que la maintenance prédictive c'est sur votre appareil, parce qu'on l'étudie et qu'on le cible, on sait que la température devrait être de tant de degrés, au bout de tant de temps, finalement elle est de tant de degrés, tiens, votre joint de porte est mort. Ok. En fait, ça fait de la recherche directement de. C'est du prédictif, on rentre Ah vraiment, ouais. c'est de la recherche de panne, mais dédiée. Là, on sera capable de mesurer son taux de vieillesse, entre guillemets. Et pour ça, il faut que notre métier se connecte, et c'est en train d'arriver. Ouais. Mais on va mettre les Bah, déjà, je trouve que en tant que client aussi, à l'époque, le fort rationnel, comme l'a présenté, je trouvais ça fascinant. C'est ultra puissant déjà, le comment ça fonctionne, le non-transfert de saveur, toute la partie, ils n'ont pas toute mis la l'IA technologie. là-dedans encore.
Bah Le ouais, jour où ouais. ils vont mettre de l'IA dans un four, ça va Je être pense que ça va être- extraordinaire. Déjà là, c'est extraordinaire. Enfin, C'est déjà vous vraiment servez puissant. un four, On peut gérer les cuissons à vous plantez votre distance. sonde, vous dites je veux que ça ressorte comme ça, telle température, tel machin, telle cuisson, Et ça le fait. et vous partez. Ouais, ouais. Demain, vous aurez même plus besoin de ça, vous dire ah, tiens, demain j'ai 50 couverts, débrouille-toi, et dis-moi ce que tu Fais-moi veux une dedans. proposition. Ouais. Fais-moi une proposition, il fera une proposition, il dira mets tant de viande, calculera sur le cycle de l'année d'avant. Enfin, c'est... Ça montre aussi que du coup, vous avez un regard assez large et que vous savez aussi vous adapter. C'est-à-dire que beaucoup parfois d'entreprises restent fermées sur une technique et une méthode qui fonctionne, mais pour combien de temps ça peut durer comme ne pas durer. Et à l'inverse, je pense il faut regarder ce qui se fait, qui est proposé aujourd'hui sur le marché, parce que, comme on disait tout à l'heure, c'est à double tranchant, c'est prendre un risque, mais potentiellement derrière pour répondre à une future demande ou... Puis on vit dans un monde, mais c'est important, Qui évolue n'est pas très vite. compliqué, mais qui est complexe Ouais. en ce sens qu'il bouge tout le temps, Ouais. et qu'il évolue absolument tout le temps, et qu'on doit s'adapter. Et aujourd'hui, si vous pensez aujourd'hui, vous vous dites, tiens, ça y est, je suis arrivé, tiens, ça marche, tiens, ça fait des années qu'on fait comme ça, il n'y a pas de raison qu'on change. Du moment où vous avez dit ça, si vous le pensez vraiment, vous avez très peu de temps pour changer. Concernant la fabrication de tout ce qui est inox, Ouais. du coup, Loïc nous expliquait ce matin donc, que ça faisait 3 ans que vous avez repris, enfin 3 ans, peut-être un peu plus. Moi, 3 ans. 3 ans. On fêtait nos 3 ans de là. Aujourd'hui, du coup, le fait de la reprendre, c'est pour être plus rapide. Ça va être aussi pour répondre aux demandes clients peut-être de manière plus facile, enfin plus simple. L'idée, c'est pareil, c'est encore des histoires d'hommes. Hein. Et je crois beaucoup à ça, hein. À l'humain dans tout ça, faut pas oublier. Le commerce se fait à partir de l'humain. Ouais. Mais il se trouve que dans nos métiers, on peut relativement facilement sous-traiter ça. Il se trouve que notre fabricant d'inox local, qui était là depuis 25 ans, avec qui on travaillait depuis des années, son papa travaillait avec notre papa pour vous dire, on avait un petit peu marre, était fatigué, voulait arrêter son activité. Et là, on s'est dit, waouh, comment on va faire? On faisait 80% de facile d'affaires. Ouais. On se dit, waouh, ça va pas être facile. Alors on a balbutié un peu là-dedans, on est resté un peu à aller voir les autres. Je sais qu'il n'y en avait pas de poids et j'ai dit à mon frère, ça va plus, il faut qu'on fasse quelque chose. On s'est lancé là-dedans parce qu'il s'est arrêté en fait. Ouais, donc. C'est pareil, c'est comme l'activité où je vous ai dit, on est rentré là-dedans par le choix du hasard, mais c'est un petit peu ça. J'avais ça en tête depuis 3-4 ans, mais on savait pas où le mettre en place, comment, et puis tant qu'on a une solution de repli, je le ferai truc demain, urgent, hein, ouais. procrastination mal placée. Et puis là, on a dit, allez, on fonce. C'est un très bel outil sur lequel aujourd'hui, je pense qu'on reviendrait pas. Ça a plusieurs avantages. De faire ses inox soi-même, ça permet de la souplesse prioritairement. Je pense qu'on n'a pas, et je dis pas ça parce qu'on est devant une caméra, je dis ça vraiment le pensant sincèrement. Financièrement, c'est pas forcément rentable parce que ça génère d'autres soucis, ça génère d'autres équipes. Je suis pas sûr que ce soit ça. Par contre, commercialement, on est extraordinairement bon. On a gagné du temps de transport puisqu'il fallait aller chercher chez les fabricants. Et on est souple, on peut modifier notre planning nous-mêmes, on est capable de faire des inox sur mesure en 3 fois moins de temps, surtout si j'ai besoin d'un bout d'inox, une finition de chantier, une cornière, t'as besoin d'un chantier un jeudi soir, je dis n'importe quoi, il manque une cornière, vendredi matin, je vais faire la cornière, vendredi 8h, elle est posée. La souplesse qui est évidente, et puis ça permet surtout de la créativité, ça a permis même d'élargir un petit peu notre métier puisqu'à la base on fait que des cuisines. Aujourd'hui on fait aussi finalement beaucoup d'inox sur mesure, dans l'inox sur mesure il y a beaucoup de barres, la partie pas forcément visible, hein. On parle pas de faire des dessus en étain, des choses comme ça, mais toute la partie Qui est derrière. la philosophie, elle est en inox, structure, et aujourd'hui on fait beaucoup de choses là-dedans. Ça a ouvert d'autres axes, oui, d'autres axes de réflexion, et vraiment aucun regret, même si ça n'a pas été simple au début, vraiment. Ouais. Je dis ça, je sais que je regarde, mais ça n'a pas été facile, ouais, c'est 2 métiers différents. Hein. Mais c'est tellement génial aujourd'hui, on a un niveau de qualité qui est au moins égal à ce qu'on faisait avant en sous-traitance, voire je pense meilleur. C'est-à-dire qu'on a gagné parce qu'on a inventé des choses, parce qu'on a pu avoir la main dessus. Rapidité d'exécution, souplesse d'exécution. Alors, Rapide. Ah non, mais là, aujourd'hui, tout le monde critiquait. Vous savez, c'est comme beaucoup de projets dans la vie. Hein. Et là, du coup, aujourd'hui, vous, l'atelier inox, c'est que pour vous. Ouais. Vous fabriquez pas pour autrui. Pour l'instant, non, pour des questions de place. Aujourd'hui. Oui. C'est-à-dire qu'on peut pas faire plus grand comme c'est dimensionné aujourd'hui. Je peux pas le faire plus grand et on a déjà du mal quand on a des coups de bourre à fabriquer À faire nous-mêmes. Non pas humainement, mais la place de le faire. Ouais. On a dit c'est simple. Oui, mais il faut des tubes, des tôles, il faut passer dans les machines, les manipuler. Et déjà là, on limite. Je vous dis pas qu'à terme on travaillera pas un petit peu pour les autres. Ça sera sûrement pas beaucoup. Ouais. Parce que le fait de travailler pour soi et uniquement soi, ça permet de garder la souplesse. Du moment où vous travaillez pour les autres, vous Oui. avez des engagements contractuels, il faut les tenir. On peut défaire notre planning du jour au lendemain sans Oui, parce que demander c'est l'avis de pour qui que ce vous. soit, quoi. Ouais, oui. Aujourd'hui, qu'est-ce qui vous différencie, vous, Dima, d'un autre cuisiniste? Donc par là, je m'explique. Allez-y, ouais. Par exemple, on peut avoir un fournisseur A qui sera excellent sur
des petits clients, un fournisseur B qui sera plus spécialisé sur des très gros clients, très grosses cuisines par exemple. Moi, j'ai un peu mes petites réponses en tant que client, mais s'il fallait que je vous pose aujourd'hui vous la question, pour quelqu'un qui se poserait la question de avec qui aller, etc., qu'est-ce que vous diriez à un client qui se pose la question en gros, tout simplement de choisir Dima ou un autre cuisiniste? Aujourd'hui, notre métier, il est en train de se, je le disais tout à l'heure, il est en train de se regrouper. Il y a de plus en plus de gros acteurs et moins en moins de petits acteurs. Ouais. Je pense que ce qui fera la différence demain, c'est la capacité à faire. On a une règle ici, et lui qui la connaît, il pourrait la dire tout seul. Chez nous, on dit ce qu'on fait, et surtout on fait ce qu'on est. Si on s'engage à faire quelque chose à telle date, on le fait, quoi qu'il arrive. Je vous rappelle ce soir, pour vous donner votre devis, vous débrouillez, vous me rappelez ce soir, vous donnez le devis. Ou si vous pouvez pas parce que vous avez un accident de voiture, quoi que ce soit, vous passez un coup de téléphone, ça Pas peut pour arriver. prévenir. Mais ce qu'on a dit, on le fait. C'est pas une question d'argent, hein. Un bout d'inox à 30 balles, ou je vous livrerai votre cuisine à 500 000 balles, à telle date, et vous l'aurez. C'est, je pense, ce qui fait la différence, c'est notre capacité à respecter Les engagements. finalement est le plus important. À ça, on y ajoute le bon produit à la bonne personne. C'est important, on a un métier qui est multimarque. Il y a des années, les marques s'auto-distribuaient. Dans notre métier, ça n'existe plus. Avant, il y a eu des usines qui distribuaient. Typiquement, ces contrats de distribution, est-ce que c'est renégocié régulièrement ou est-ce que c'est attribué à un groupement et il faut être attaché au groupement pour pouvoir distribuer? Ou entre guillemets, il suffit de demander et après, on peut avoir les marques? Comment ça fonctionne dans le milieu de la cuisine? Dans le milieu de la cuisine, qui est très curieusement dans le milieu de la cuisine professionnelle, Oui, professionnel. voilà, j'insiste, Oui. parce que le milieu ménager est extrêmement bien organisé. Le milieu Ouais. de la cuisine professionnelle est un énorme foutoir, un énorme bazar. Tout est possible dans ce métier-là. Vous pouvez aller voir un fabricant, vous voulez vous monter installateur demain. Vous pouvez aller voir un fabricant directement, s'il a envie de vous vendre, parce qu'il a envie, parce qu'il a besoin dans le secteur, parce qu'il vous aime bien, bah, il le fera, mais aux conditions où il a envie. Notre métier, il faut le savoir, il n'y a rien à cacher par rapport à ça, hein. Non. Nous, on est rétribués, on a des remises, heureusement, hein. Oui, On n'est pas philanthrope. Dans la remise qui nous est attribuée, on doit assurer la garantie. La garantie, elle est à notre charge. La marque, elle fournit des pièces, c'est tout. Tout le reste, on se débrouille. Les gens ne le savent pas, mais ça fonctionne comme ça. Qui est bien, ça responsabilise l'installateur. Assez typique de la France. Il faut savoir qu'il y a pas mal de pays en Europe où ça marche pas tout à fait comme ça. Mais c'est assez typique de la France. Mais donc aujourd'hui, si vous voulez faire ce métier, vous pouvez. Bon, après, à quelles conditions? Est-ce que Oui. vous arriverez à vendre voilà, un fabricant qui veut vous faire 3% de remise parce qu'il vous aime bien? Oui. Pas de vente. Ouais. Je comprends. Ça marche comme ça. Si après vous dites, ok, je veux m'implanter, je suis jeune, je veux aller là-dedans, il vaut miut passer par un groupement. Mais ça Vaut permet mieux ouais, parce de qu'il se y a des rattacher accords à... négociés. ouais. Chaque groupement fait un petit peu comme il veut. Nous, chez Eurochef, puisqu'on est membre du réseau Eurochef et associé du réseau Eurochef, les contrats avec les marques sont renégociés tous les 3 ans. À côté de ça, on reste des centres. Eurochef reste une centrale de référencement. On peut sortir un peu du référencement. Ouais. Pour des besoins spécifiques clients, ça n'intéresse personne, mais on peut le faire. Aujourd'hui, il vaut mieux passer par Par un groupement. un groupement, Je vous ai ouais. dit ce que je pensais tout à l'heure. Tout est en train de se concentrer et seul, ça devient plus possible. Nous, on est rentré dans le groupement en 2010. Ils sont venus nous chercher par les oreilles. On les a mis dehors 3 fois. C'est vrai, ils sont venus chercher 3 ans de suite. Et à la fin, ils ne voulaient presque plus venir. Mais il est venu, heureusement. Et aujourd'hui, on ne pourrait pas. On ne pourrait pas faire autrement, même vis-à-vis du poids qu'on peut avoir vis-à-vis d'un fabricant. Ouais. Vous êtes tout seul dans votre coin, vous dites tiens c'est bizarre, je change mon joint de four tous les 2 mois. C'est pas normal. Quand vous allez voir le fabricant, vous dites je comprends pas, je veux une four, pourquoi je le change? Le fabricant va vous dire bah je sais pas, il y a que chez toi que j'ai le problème. Quand vous êtes 60, 70, 80, Oui, c'est plus et la qu'il même y a chose. 80 bonhommes qui disent c'est marrant, le joint, j'ai 80 associés, ben on le change tous les 2 mois, comment c'est possible? Et là, il y a plus cette Il y a réponse. plus de poids. Je pense que c'est vraiment ce qu'on a trouvé chez Eurochef aujourd'hui. Et typiquement, dans ce secteur-là, à travers le groupement, ça fonctionne comment? C'est plus un engagement, la commission? Est-ce qu'il y a d'autres choses qui sont fournies à travers ce groupement? Par exemple, des services, je sais pas, pour les petits cuisiniers juridiques, des choses comme ça? Ou c'est vraiment plus centralisé de l'achat? Comment ça fonctionne? Qu'est-ce qui fait par exemple qu'aujourd'hui, est-ce qu'un petit cuisiniste qui allait voir Eurochef aurait le droit d'y aller? Ou est-ce qu'il peut être refusé par Eurochef et aller voir un autre? Enfin, comment ça fonctionne tout ça? Ces groupements, ils ont tous une vingtaine, une trentaine d'années. Et à la base, c'était que pour acheter. C'était que pour acheter ensemble, pour être plus fort, pour acheter mieux, pour avoir des meilleures conditions d'achat, donc des meilleures conditions de vente. Et ça reste la clé du succès chez les fabricants. Chez les groupements. Tous les groupements aujourd'hui, il y a 5 gros groupements en France. Les 5, leur raison d'être et de vivre, c'est l'achat. Et aujourd'hui, très clairement, et sans cacher quoi que ce soit, les groupements vivent de par une commission qui prélève sur les achats du fabricant. Ça, c'est la base des groupements. Après, dans le groupement, il y a des groupements qui restent là-dessus, que de l'achat. Il y a du groupement qui va faire du service associé. Donc vous parliez tout à l'heure de services transverses qui pourraient être de l'assistance juridique, de l'assistance à la transmission, même si elle n'est pas officielle, apporter des services par rapport à la communication, apporter des services par rapport au juridique. Eurochef que je connais vraiment bien, aujourd'hui on apporte aux associés une agence de communication, ils sont pas obligés de la prendre.
Mais Ouais. s'ils la veulent, ils ont une agence de Faut com l'avoir. avec des contrats négociés, un package pour faire un site internet, un package pour faire un site internet marchand, un package pour faire un site tout court. Je vous prends cet exemple. On a un cabinet juridique. Les grosses boîtes, aujourd'hui, n'en ont pas forcément besoin, quoique elles ont un gros intérêt financier, parce que vous doutez bien, quand on négocie dans des contrats cadres, Oui. aussi plus large, et financièrement, c'est plus intéressant. Mais les grosses boîtes, souvent, se servent moins de ces services transverses. Mais aujourd'hui, un réseau ne peut pas dire, tiens, je suis que les grosses boîtes. Il y a forcément des petites boîtes, et heureusement, ça anime le sujet. Ouais, Nous, chez Rochef, on est 10 dans le collège 1, donc ça fait 10 qui font plus de 6 millions de chiffre d'affaires. Et la majorité aujourd'hui fait entre 2 et 5 millions d'euros de chiffre d'affaires. Et vous avez encore une quinzaine de gens qui font moins de Ils font moins. 1,5 million de chiffre d'affaires. C'est aussi Ah, pour c'est ça qu'on cool. le doit, et c'est la force de Rochef aujourd'hui. Quel conseil donnerez-vous à quelqu'un qui aimerait se lancer dans le milieu de l'entrepreneuriat de manière globale, c'est-à-dire que ce soit n'importe quel secteur d'activité? Je crois déjà qu'il faut vivre ses rêves, c'est le plus important. Je veux dire, il n'y a pas de limite, la seule limite qu'on peut avoir, c'est nous-mêmes, en restant éthique. Oui, oui, oui. Éthique et morale, et on ne fait pas le débat sur le sujet aujourd'hui, mais voilà, c'est-à-dire qu'il faut rien lâcher, aller au bout. La pugnacité, de se dire que tout est faisable, et que c'est une belle histoire, et que l'entrepreneuriat, ça donne une liberté qui a un prix énorme. Ça coûte beaucoup de temps, beaucoup d'engagement, des sueurs froides, des nuits où on ne dort pas, et puis des super moments de bonheur, des créations, des évolutions. Mais je crois que le fond, pour réussir, il faut vraiment avoir envie, et c'est pas l'envie d'un jour de me dire tiens, je me lève un matin ou... Non, c'est l'envie parce que le chemin, il va être forcément parsemé d'embûches. Et si la première embûche, j'arrête parce que c'est trop compliqué, non, on vit un monde génial. Je suis un pro-entrepreneur, évidemment, quand te dire, faut taper dedans, c'est génial. Aller au bout, de se dire, tu vois, puis des fois ça marche pas. Hein. C'est d'essayer. C'est d'essayer, toujours essayer, toujours essayer, toujours essayer. Après, de se dire, oui, je vais y arriver. Quoi. Et je crois que c'est le plus important. Le reste, si, on en parlait tout à l'heure, il y a un coup de pouce du destin. Oui, Du hasard. oui, c'est vrai, la Il y a une chance. part de hasard, de chance, de bon moment, de la bonne idée au bon moment. Je crois que le plus important, c'est ce qu'on a dans le fond de son cœur, en fait. Pour faire suite, quelles ont été les plus belles réussites ou les plus gros échecs, du moins ce qui vous vient un peu à la tête? Si j'avais un regret, c'est pas un regret, non, c'est peut-être un échec même. Dans la transmission avec notre papa, moi, ça a été difficile. Parce que on l'a racheté sans rien cacher à personne. Hein. On nous l'a pas donné. Hein. Et c'était très bien comme ça. Heureusement d'ailleurs. Ouais. Mais ça, mon frère a réussi à garder de très bonnes relations avec mon père. Moi, on s'est pas parlé pendant longtemps. C'est un échec, c'est pas joli quoi. Ouais. C'est pas joli. Je vous rassure, là, aujourd'hui, on s'est retrouvés, tout va bien et on se voit encore assez souvent ici et en dehors d'ailleurs, mais on s'est pas parlé longtemps. Ouais. Et ça, c'est pas. Et des fois, vous vous dites, est-ce que tout ça valait Le coup, Voilà, ça c'est celui-là, il y a un petit échec perso. Et après, dans les belles choses qu'on a pu faire, déjà tous les jours grossir, toujours bosser du monde, la plus belle. Le matin, je me dis, waouh, regarde, on arrive là, il y a tous ces gens. C'est l'humain, c'est ce côté humain dans la boîte, de dire, regarde ce qu'on arrive à faire ensemble. On a racheté la boîte, ça faisait, je sais pas, c'était en 30. Mais peut-être, je sais pas, 2,5 millions d'euros, 2 millions, je sais plus, peut-être 2 millions d'euros. Aujourd'hui, on en fait 8, 9. Et on était 20, on est 40. Et voilà, et puis ça, c'est une belle réussite. Pas que le côté finance, pas le côté argent, de se dire, regarde, on est 40, on arrive à faire un truc à 40. Puis il y a plein de choses chouettes que vous faites. Ce matin, on a pu voir salle de repos, salle de sport. Ouais, c'est pas du tout commun. Nous, on a toujours dit que c'est le truc important, surtout aujourd'hui. Parce que moi, j'ai toujours dit, on passe plus de temps au travail, enfin, on passe plus de temps dans notre vie au boulot que chez nous. Au final, autant rendre le côté boulot fascinant, passionnant et agréable, parce qu'on y passera plus de temps. C'est Donc, ça. Mais peu y investissent là-dedans, très très peu, aujourd'hui encore. Ouais, alors la salle de repos, c'était une demande de collaborateurs. La salle de sport, je l'ai fait aussi parce que moi, le sport, c'est partie prenante de ma vie et de mon bien-être intellectuel. C'est-à-dire que je fais partie de ceux qui sont vraiment persuadés que quand on est bien dans sa tête, quand on est bien dans son corps. Ça garde ce côté performance, challenge, ça vous oblige à être bien. Ça rend performant. Ouais. Ça rend performant. Et vous m'avez déjà un peu répondu sur vos passions en dehors du boulot. Donc il y a la moto, je peux comprendre. Qui avait passion. Ouais, c'était une passion. Oui. Je suis un grand passionné en général. Donc, je le dis souvent, je suis un touche-à-tout et bon à rien. Moi.
C'est Curieux vrai, de c'est sérieux. Ah, je suis curieux de tout. J'ai fait beaucoup de sports dans ma vie différents, beaucoup, très hétéroclites. Les passions en elles-mêmes, ouais, la moto, bien sûr. J'ai fait beaucoup. Je fais un peu moins le temps. Si vous me demandez mes passions, tout ce qui est un moteur, hein, déjà, un passionné de performance en général. J'aime bien être performant dans ce que je fais. Bah, merci beaucoup. Bah écoutez, Merci infiniment. avec grand plaisir en tout cas. C'était Et hyper, je trouve votre initiative vraiment super belle. Si, c'est bien. C'est bien que gentil. des gens, je veux dire, on enlève un petit peu ces œillères de ce monde qui finalement, sous couvert de collaboration et de collectif, est un monde qui est en train de devenir extrêmement individualiste. Mais moi, je suis content de vous voir des gens comme vous. C'est ce que je vous ai dit là en préambule, de dire. Mais vous vous rendez compte ce que vous faites, c'est bien, c'est beau. Enfin, c'est beau en le sens, ça a vraiment du sens. C'est super de faire ça. C'est peut-être avec des gens comme ça qu'on va changer les choses. Bah, moi, pareil. Hein, C'est une période qui est pas facile. de voir que Faut regarder loin. vous acceptez de nous recevoir alors qu'on vient un peu Bien. comme Avec ça. plaisir. Bah, si, non, mais franchement, hein, moi, ce que je disais à Loïc, hein, moi, c'est. Je vais dire, pour ce genre d'initiative, Ouais, mais quand vous carrément. voulez.